Bonjour et bienvenue sur le site www.africadevelopment.org. Nous allons aborder dans cette partie trois petites notions, toujours dans le domaine de l'électromagnétisme. Nous allons parler de la force magnétomotrice, nous allons parler du flux magnétique et nous allons parler de l'inductance. Ce sont trois notions qui sont, je dirais, presque ensemble, qui se rejoignent, qu'on retrouve en fait en interférence. Nous allons détailler ces trois notions et ceci vous permettra d'avoir une connaissance très concrète sur ces trois éléments très appliqués dans les élaborations, dans les utilisations de la pédagogie du projet que vous allez entamer par la suite. Donc je reprends les notions, la force magnétomotrice, la notion de flux magnétique et la notion d'inductance. Donc la force magnétomotrice, dans les expériences précédentes, nous avons calculé l'induction magnétique produite par le passage du courant dans une bobine et nous avons vu que l'induction magnétique B, qui s'exprime d'ailleurs en Tesla, est égale à μ0, la perméabilité du vide multiplié par NI sur L, N étant le nombre de spires, I étant l'intensité du courant qui traverse la bobine, L étant donc la longueur de la bobine, pas la longueur du conducteur, mais la longueur de la bobine. Deux constats très importants à faire ici. Donc l'intensité, la grandeur de l'induction magnétique est d'autant plus élevée que le courant qui passe dans le conducteur est élevé, ce qui s'exprime facilement dans cette formule. Quand le courant I est élevé, B est élevé. Deuxième constatation, la grandeur, l'intensité de l'induction magnétique est d'autant plus élevée que le nombre de spires est considérable, est élevé également. Donc plus j'ai un nombre élevé de spires, plus j'obtiens donc une induction magnétique relativement très élevée. Donc je dispose donc d'une bobine ici. Quand je fais passer du courant et le courant est très élevé, donc j'obtiens un champ magnétique, une induction magnétique très élevée. Si j'ai un nombre de spires relativement très élevé, j'obtiens donc une induction magnétique, une force du champ magnétique beaucoup plus élevée à l'intérieur. Donc ces deux notions, N multiplié par I, c'est ce qu'on appelle la force magnétomotrice. Notion très importante dans les applications que nous verrons par la suite. Donc si nous avons le courant en ampères, le nombre de spires, c'est en tout, nombre de tours. Dans ceci, ce qui me concerne par exemple, j'ai 70 spires. Donc je peux obtenir jusqu'à 1000 spires, 2000, voire 20 000 spires. Donc j'ai l'intensité en ampères, le nombre de tours en P, nombre de tours, j'ai la force magnétomotrice en ampères tours. Cette notion est une notion très capitale, très utilisée, parce que c'est une grandeur qui permet en fait d'obtenir une induction magnétique relativement très élevée. Donc dans l'élaboration des bobines, il y a lieu de travailler ces deux notions, le N et le I, le nombre de spires et l'intensité du courant, afin d'obtenir donc une induction magnétique relativement très élevée. Nous allons aborder la notion de flux magnétique. Mais pour cela, je vais d'abord vous faire une petite démonstration. La notion de flux magnétique est très importante parce que nous allons l'utiliser dans plusieurs domaines en magnétique, particulièrement dans la loi de Lenz, par exemple, pour obtenir la force électromotrice. Donc ici, j'ai un aimant, le pôle nord et le pôle sud. J'ai ici une spire, un conducteur, en fait une spire, ça peut être une bobine que je peux relier par exemple à un collecteur pour recueillir du courant ici. Donc qu'est-ce qu'on appelle le flux magnétique? Le flux magnétique, c'est l'ensemble des lignes du champ qui traversent une surface fermée, constituée en fait par un conducteur. Donc j'ai un conducteur de surface fermée ici qui peut être relié en fait à un balai
à un collecteur sur lequel je viendrai mettre un balai pour recueillir donc du courant. Donc les terminaisons ici sont appelées à être reliées en fait à des collecteurs. Donc j'ai une surface ici et nous avons vu précédemment que les lignes du champ, ça c'est quelque chose qui vous est déjà connu, que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez, c'est que les lignes du champ sont donc parallèles à l'intérieur de l'aimant et quittent le nord, se dirigent vers le sud. Nous avons les lignes du champ dans ce sens. Donc quand je place l'aspire dans cette position entre les mains, j'ai un maximum de lignes du champ qui traversent la surface, puisque les lignes du champ sont comme ceci. Donc un maximum de lignes du champ traverse la surface de ma spire. Et si je fais un mouvement, ok, je fais une rotation de la spire dans le champ magnétique, je n'ai pas un nombre fixe de lignes du champ qui traversent la surface. Les lignes du champ qui traversent la surface deviennent variables. Donc le flux de lignes de champ, le nombre de lignes de champ qui traversent la surface, c'est ce qu'on appelle phi, c'est ce qu'on appelle le flux magnétique en fait. Le flux magnétique, c'est donc la quantité de lignes de champ embrassées par cette surface de conducteur. Donc quand je fais une rotation ici, j'ai ici ce qu'on appelle la normale de la surface, c'est-à-dire la perpendiculaire à la surface. Ici, j'ai donc la normale, la perpendiculaire de la surface qui est confondue avec les lignes du champ. L'angle entre la normale et les lignes de champ est égal à 0. Donc, quand je me trouve dans une position comme ceci, j'ai donc la normale de la surface qui est comme ceci, alors que les lignes de champ sont comme ceci. Donc, j'ai un angle alpha entre les lignes de champ et la normale à la surface. Quand je me trouve dans une position comme ceci, la normale à la ligne de champ, elle est comme ceci, et les lignes de champ, la normale plutôt à la surface. Donc quand je me trouve dans cette position-ci, il n'y a aucune ligne, aucun champ magnétique qui traverse en fait la surface de mon conducteur, puisque la normale de ma surface est comme ceci et les lignes du champ sont comme ceci. Donc l'angle entre les lignes du champ et la normale de la surface est égale à 90 degrés. On verra par la suite que cosinus de 90 degrés est égal à 0. Donc le flux qui traverse cette surface est égal à 0, ce qui est tout à fait normal parce que les lignes du champ étant comme ceci et la surface, la spie ne présente pas de surface que les lignes de champ traversent. Donc je peux continuer la rotation ainsi de suite. Donc la quantité de lignes du champ qui traversent la surface, c'est ce qu'on appelle le flux du champ magnétique. Nous allons donc passer à l'application. Nous allons donc passer à l'étude analytique de ce qu'on appelle la notion de flux magnétique. Comme nous l'avions vu précédemment dans l'expérience, le flux magnétique phi est égal à B fois N fois S fois cosinus alpha. Le flux magnétique est donc le produit de l'induction magnétique qui est en Tesla, multiplié par le nombre de spires, c'est en tout en fait, nombre de spires, multiplié par la surface de la spire qui est en mètres carrés, multiplié par cosinus alpha, alpha étant l'angle, je l'ai montré précédemment, entre les lignes du champ et la normale de la surface. Si ces grandeurs sont respectées, je trouve en fait le flux en Weber, un physicien allemand. Donc, très important, si je suis dans une configuration comme celle-ci où le maximum des lignes de champ traverse ma surface, donc l'angle entre la normale et les lignes du champ est égal à 0. Cosinus de 0 est égal à 1, donc j'ai un maximum de flux, phi est égal à B fois N multiplié par S. De l'autre côté, si je me retrouve dans cette configuration, il n'y a pas de ligne de champ qui traverse la surface. L'angle entre la normale de la surface et les lignes de champ est égal à 90 degrés. Cosinus de 90 degrés est égal à 0. J'obtiens donc le flux phi est égal à 0 Weber. Voilà, ceci vous montre pratiquement et analytiquement la notion de flux magnétique que nous allons aborder par la suite. La seule notion qu'il me reste à voir par la suite, c'est donc la notion d'inductance magnétique.
L'inductance magnétique, elle, c'est son symbole, c'est donc le rapport entre le flux que nous venons de voir précédemment sur l'intensité qui traverse le conducteur. Donc L est égal à phi sur un I. Si le flux est en Weber et l'intensité est en ampères, on trouve l'inductance en Henry. Donc le flux, nous venons de le voir dans le cas maximum. Nous avons phi est égal à B fois N fois S. Donc l'inductance, L est égal à B NS sur I. Nous avons vu précédemment que B c'est égal à mu0 fois NI sur L, la longueur ici, donc fois N sur S, enfin je me reporte que le N et S ici, que je ramène là. Donc je ramène le I, qui est la valeur totale explicite en fait de l'inductance. Donc j'ai l'inductance en Henry. Si j'ai mu0 en Henry par mètre, et j'ai le nombre de tours N au carré fois S sur L. Donc L, l'inductance, est égal à mu0 fois N au carré. Il faut donc voir l'importance du nombre de tours ici, fois la surface divisée par la longueur. Donc ceci permet d'avoir une valeur concrète qui, en fait, en réalité, n'a rien à voir avec l'intensité du courant qui traverse le chapitre. Parce que dans cette formule que vous avez ici, ce sont des formules relatives. C'est une grandeur, je dirais, relative à la géométrie de la bobine, en fait, le nombre de tours, la surface de la bobine et la longueur de la bobine multipliée par la perméabilité du vide. Donc, c'est une grandeur qui est figée. Quand je prends une bobine que j'ai réalisée comme ceci, donc je peux déterminer son inductance en Henry. Je n'ai pas besoin de faire passer du courant pour le déterminer. Toutes ces notions sont très importantes parce que les élaborations que vous allez faire, vous devez calculer l'inductance, vous devez connaître le flux, vous devez connaître l'induction magnétique, vous devez savoir le nombre de tours. Ce n'est pas, nous rentrons dans une phase de l'acquisition de la technologie, du savoir-faire, et toutes ces grandeurs doivent être connues avec une grande précision. La rigueur et la méthode sont les fondements de l'acquisition de savoir-faire. Mesdames et messieurs, je vous remercie, espérant que ces notions pratiques vous permettront d'aborder des notions beaucoup plus concrètes et des élaborations dans le cadre de la pédagogie du projet. Je vous remercie.